Le président de la République sera bientôt dans le district du Zanzan. Le comité d'organisation s'active. Nous rejoindrons tout à l'heure notre reporter sur le terrain. Et puis Hélène Johnson-Sirleaf, distinguée à l'Élysée Grand Croix de la Légion d'honneur par le président français François Hollande. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. L'actualité ce soir commence par ces journées d'hommage aux bâtisseurs de l'école ivoirienne. La grande chancellerie en est l'initiatrice. Elle veut faire connaître à la jeune génération le travail et le dévouement de ces premiers artisans de l'école ivoirienne. Dans les échanges avec la grande chancelière, les pionniers ont parlé de l'école ivoirienne qui a été jusqu'en 1990 un modèle de réussite en Afrique francophone. Victorine Yaoyoboué. Pour ce lancement des journées hommage aux pionniers de l'école ivoirienne, 4 grands témoins de l'histoire du système éducatif national étaient à l'honneur. Le professeur Joachim Boni, ministre de l'Éducation nationale de 1959 à 1963. Il est le concepteur de l'école ivoirienne. On lui doit entre autres la création de l'Université de Côte d'Ivoire, de l'UNS et de l'INSAC. Joachim Boni est par ailleurs co-auteur de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Lambert Amontano. Il succède à Joachim Boni au ministère de l'Éducation nationale en 1963. Il crée le CAFOP et institue l'uniforme bleu et blanc. Syndicaliste, Lambert Amontano est le fondateur de l'UGTCI. Troisième personnalité à la table, Paul Akoto-Yao, également ancien ministre de l'Éducation nationale, et le plus jeune, Bakary Thio, premier généticien et recteur de l'Université de Côte d'Ivoire. À travers ces 4 personnalités, la grande chancellerie rend hommage à tous les bâtisseurs de l'école ivoirienne. Professeurs de toutes les disciplines, vous êtes les instituteurs de la République. Au nom du président de la République, M. Alassane Ouattara, et en mon nom personnel, la République vous salue. Nous saluons en particulier aujourd'hui les pionniers de l'école, les bâtisseurs dont certains ont ouvert dans les villages perdus la première école, le premier CEG, le premier CAFOP. Nous saluons les premiers Ivoiriens qui, au début des indépendances et même avant, ont eu l'honneur d'être les lieutenants de Félix Houphouët-Boigny et ont assumé la lourde responsabilité de concevoir, de construire et d'animer notre système éducatif. Les anciens estiment que cet hommage est mérité, car grâce à leur labeur, l'enseignement en Côte d'Ivoire a connu un grand rayonnement à partir des années 60 jusqu'en 1990, au point où l'Université de Côte d'Ivoire a atteint le niveau des universités de France. Les étudiants que nous formions ici, qui obtenaient leur maîtrise, qui allaient préparer les DEA en France, lorsqu'ils arrivaient en France, ils étaient parmi les meilleurs. Depuis 1990, avec les mouvements de contestation et la violence qui se sont invités dans l'enseignement, l'école ivoirienne a régressé. Avec le départ nouveau voulu par les autorités, l'école ivoirienne se doit de repartir du bon pied. Et le conseil d'un ancien peut s'avérer utile. Le ministre actuel de l'Éducation nationale compte s'en inspirer pour le bien du système éducatif ivoirien. Les journées d'hommage se poursuivent ce vendredi avec la décoration d'environ 80 anciens. C'est la reconnaissance de la nation à ces piliers de l'école ivoirienne. Rendez-vous donc demain. Direction Yamoussoukro, où les ministres en charge du transport et des infrastructures des pays de la CEDEAO sont en conclave depuis hier. Objectif, élaborer une stratégie de mise en œuvre coordonnée des financements des projets d'infrastructures prioritaires dans le domaine du transport aérien devant stimuler le développement économique et l'intégration de la sous-région. Reportage à Yamoussoukro, Lassine Fofana. La route précède le développement, c'est connu. Plus largement, les infrastructures sont la clé à tout développement humain, comme l'a dit avec insistance le ministre Patrick Hachi lors de l'ouverture des travaux. Tous sont conscients de la situation, c'est pour cela que depuis janvier 2012 à Addis Abeba, l'Union africaine, la CEDEAO, leurs donateurs et partenaires habituels ont décidé de sortir le continent de sa léthargie avec le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA. Décision réitérée plus tard en juin 2012.
En arrière-pensée, que faire par soi-même avant d'en attendre des autres? 51 projets ont été nettement identifiés pour être exécutés immédiatement entre 2012 et 2020. Ces projets sont liés à l'énergie, l'eau, le transport, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures économiques. On le sait, ce n'est pas toujours aisé. Il faut à tout moment donné concilier un certain nombre d'avantages qui ne sont pas forcément divergents mais qui ne vont pas dans le même sens. Si vous prenez par exemple un certain nombre de projets sur le plan régional, ce projet peut être réellement intéressant et sur le plan national, il peut ne pas être intéressant dans l'immédiat, je vais dire, mais dans un futur, de façon globale, je pense que l'optimum, l'essentiel c'est d'avoir l'optimum pour la sous-région et ensuite les bénéfices seront répartis de façon équitable au niveau de tous les États membres qui participeront à ces projets-là. Il y a certains qui aimeraient que tel projet, par exemple, soit sur la liste prioritaire. C'est gérable. À Yamoussoukro, les experts doivent dire comment trouver cette plateforme commune pour réaliser le rêve africain dans tous ces domaines, chacun autant prioritaire que l'autre. Avec quels moyens, quels acteurs, dans quel délai? Ils doivent se poser toutes les questions afin de vider complètement le sujet. Cela au plan continental, sous-régional et national. Il s'agit donc pour eux de retenir la stratégie de développement qui sied à tous une fois pour de bon. Tel est l'enjeu de la rencontre des 7, 8 et 9 novembre 2012 à Yamoussoukro. Sur place à Abidjan, au palais présidentiel, il y a eu le lancement officiel des activités de préparation du groupe consultatif pour le financement du PND. Le PND, c'est le Programme national de développement 2012-2015. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'intervention du ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakes, reçu au journal de 20h. Il parle du rôle et des activités du groupe consultatif. Le président de la République a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour mettre donc en œuvre ces ambitions, nous avons été instruits au niveau du gouvernement d'élaborer un plan national de développement pour la période 2012-2015. De ce plan, nous avons tiré tout ce qui est investissement public qui est rentré dans le cadre du programme d'investissement public que le gouvernement a adopté il y a quelques jours. Et il y a un volet également investissement privé. Maintenant, il faut que cette vision soit présentée et défendue devant l'ensemble des partenaires, des bailleurs de fonds. Ensuite, il faut qu'on s'accorde avec sur les soutiens qu'ils peuvent apporter. Il faut mobiliser le secteur privé. Il faut faire en sorte que des mécanismes cohérents soient mis en place, non seulement pour coordonner les interventions des partenaires. Et donc le PND, qui est ce cadre de dialogue-là, va nous permettre d'organiser ce groupe consultatif. Il sera dans une grande réunion de l'ensemble des partenaires multilatéraux, bilatéraux, mais aussi des privés, des fonds souverains en vue du financement du PND. Nous avons lancé un certain nombre d'invitations à tous nos partenaires techniques et financiers, aux pays amis. Nous avons également associé un certain nombre d'établissements privés qui sont intéressés à investir ici. La Banque mondiale a su le lead donc au niveau du groupe consultatif. Le système des Nations Unies est associé. Donc tout ce monde a été invité. Nous nous retrouverons. La première journée va donc être la journée qui concerne les investissements publics et la deuxième journée sera donc la journée de dialogue pour présenter les opportunités d'investissement au niveau du secteur privé. Je voudrais vous dire déjà que la mobilisation est forte et nous nous attendons en tout cas à un groupe consultatif qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, c'était le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakes. La 5e réunion des administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest se tient ici à Abidjan et c'est au Golf Hotel. Pendant cette rencontre, les fiscalistes ont partagé leur expérience. Ils ont relevé les enjeux de la coopération entre les États et ils ont aussi trouvé ensemble les voies et moyens de faire face aux défis quotidiens des administrations fiscales de la CEDEAO. Le compte rendu dans notre prochaine édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, je vous le disais en début de ce journal, sera bientôt en visite d'État dans le district du Zanzan. En prélude à ce déplacement du chef de l'État dans le nord-est du pays, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani, vice-président du comité d'organisation de cette visite, est sur le terrain. Objectif, mobiliser la population. Retrouvons sur place Patricia Omoitia. Nous sommes à Bondoukou, dans le district du Zanzan.
à environ 400 km d'Abidjan. C'est ici que le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera sa deuxième visite officielle du 27 au 30 novembre prochain. L'annonce a été faite par le ministre Kwasi Adjoumani, vice-président du comité d'organisation aux populations. Et pourtant, à quelques semaines de cet événement majeur, on ne sent pas encore les préparatifs. Abidjan-Bondoukou, long d'environ 400 km, l'axe est impraticable sur tout le tronçon Agny-Bilokro-Bondoukou. 56 km séparent ces deux villes. Mais il faut s'armer de patience et de courage pour les parcourir. Pour le vice-président du comité d'organisation, le ministre Kwasi Adjoumani, des travaux seront faits pour rendre l'axe routier Abidjan-Bondoukou praticable. C'est notre route de tous les jours. Nous savons que la route est mauvaise. Et le président a souhaité qu'avant son arrivée, il y ait un travail qui ne soit pas trop lourd, parce que si nous faisons des travaux lourds sur la route, on risque de ne pas terminer les travaux bien avant. Donc un minimum va être fait pour déjà fermer tous les trous et permettre à tous ceux qui viennent pour cette visite de pouvoir arriver. À Bondoukou, les rues et les artères de la ville ne sont pas encore nettoyées. Immondices et broussailles rivalisent d'ardeur. Mais que fait donc la mairie dans ces conditions? Des commissions de travail ont été mises en place. Donc il y a un comité d'organisation et au sein de ce comité d'organisation, il y a des commissions appropriées avec des responsables compétents qui ont à charge donc de faire, de l'avenir du président à Bondoukou une réussite. Tabagne, Bondoukou, Tanda. Test de mobilisation réussi pour le président de la commission mobilisation, sensibilisation et animation de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district du Zanzan. Un livre blanc contenant les préoccupations du district du Zanzan sera remis au président de la République, Alassane Ouattara. Qu'attendent les populations de cette visite du chef de l'État, Patricia Omouetia, a tendu son micro à ces populations. On écoute. Bondoukou, situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, avec environ 68 000 habitants, constitué en majorité par les Abrons, les Lobis et les Koulangos. Pour les élus et la population, l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, est une opportunité de développement. Le président amène le développement. Et s'il amène le développement est pour tous. Quand on fait l'électrification, celui qui vient pour s'éclairer à la lumière des poteaux que nous mettons, que le président met, que la nation met, c'est tout le monde qui en profite. Problème d'électricité, il y a trop de coupures d'eau, trop de choses, coupures de courant aussi. Peut-être ça peut changer. En tout cas, on est très contents. Mais celui de déranger les routes pour nous, c'est ça seulement on veut. Et puis l'emploi des jeunes. Voilà, chauffeur de taxi, nous on veut maintenant que les routes là, que ça soit bien. Voilà. Vraiment, il n'a qu'à faire un effort. S'il vient, il n'a qu'à nous aider. Les 10 complexes hôteliers de la ville affichent déjà complet. Nous avons 18 chambres et une suite. Et tout est réservé. Je ne pense pas que nous allons augmenter le prix. Nous allons laisser les prix tels qu'ils sont. Pour les élèves du département de Tanda, définir une visite d'État reste une énigme. Une visite d'État, c'est un responsable qui vient rendre visite à sa population. Ça apporte le bonheur, le plaisir de tout le monde de recevoir cet homme. Qu'est-ce qu'une visite d'État peut apporter à une région? Bon, elle peut apporter des... Bon, elle peut apporter des moyens financiers parce que les états des routes sont vraiment endommagés. Une visite d'État, je pense qu'une visite d'État, c'est la présence du président dans la région ou bien dans la ville. La visite apporte à la région des... Je ne sais pas, des choses que
la région a besoin quoi. Donc ils disent ce qu'ils veulent maintenant. Eux maintenant ils donnent, s'ils peuvent donner, ils donnent. Visite d'État. Bon, visite d'État c'est pour vérifier les choses de la ville. C'est pour entretenir la ville aussi. Voilà, et c'était le reportage de Patricia Omouetia. On part maintenant au Mali pour parler de cette réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux de la CEDEAO. Objectif de cette rencontre urgente, arrêter les modalités de déploiement de la force militaire pour libérer le nord du Mali occupé par les islamistes, harmoniser les points de vue avec les autorités militaires maliennes sur une vision stratégique devant non seulement répondre aux attentes du Conseil de sécurité, mais aussi guider les actions futures des membres du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO. Le compte rendu est signé Mamadou Kouassi. Il s'est agi au cours de cette rencontre du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO. Il agit aux experts militaires de la communauté internationale d'examiner et d'harmoniser le projet concept d'opération conjointe de la force militaire internationale. Objectif, libérer le nord Mali occupé depuis avril 2012 par des groupes islamistes, ACMIR, Moudjao et Ansardine. Au nom du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO, le général des corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, salue l'engagement de la communauté internationale pour la recherche de solutions à la crise malienne. Pour lui, la CEDEAO reste déterminée à recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. La rencontre de Bamako s'inscrit dans la logique des résolutions 2056 et 2071 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au-delà du Mali, ce sera l'ensemble de la région de l'Afrique qui connaîtra la paix, la sécurité et la stabilité. Il s'agit pour nous de partir déterminés à appliquer justement ce pronostic harmonisé afin que le Mali soit libéré. Un huis clos a permis d'arrêter plusieurs recommandations, lesquelles seront examinées et adoptées par le Conseil de médiation et de sécurité au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les réunions sont prévues le 9 et 11 novembre prochain à Abuja, au Nigeria. L'État de Côte d'Ivoire vient de doter la police de plusieurs véhicules. La cérémonie de remise de ce matériel roulant au commissariat d'Abobo et ceux des autres services de police du district d'Abidjan a eu lieu à l'école de police. Abou Sanogo, reportage. 19 véhicules, dont des ambulances remis à 19 services différents de la police, entre autres des commissariats de la commune d'Abobo. La direction des renseignements et une ambulance pour l'infirmerie de l'école nationale de police qui a abrité la cérémonie de remise de ce matériel roulant. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des forces de police. Le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité, le général Sissé Lanciné, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a invité les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. C'est l'occasion de leur demander, avec l'accroissement de leur mobilité, qu'ils sortent de leur bureau, qu'ils fassent des rondes pour contrôler leurs collaborateurs. La police est au service de la population. La police a pour mission de protéger les personnes et les biens, de protéger les institutions et les personnes qui les incarnent. Et je souhaite qu'ils en fassent un bon usage. Au nom de la police, le général Yao Kouassi, inspecteur général des services de police, a exprimé la gratitude des bénéficiaires et promis de faire bon usage des véhicules. Les services qui viennent de recevoir le matériel prennent l'engagement d'utiliser au mieux ce matériel et prennent également l'engagement d'entretenir ce matériel pour qu'il serve pendant longtemps pour les besoins de la population. La cérémonie s'est déroulée en présence des directeurs généraux, centraux et de plusieurs commissaires de police. 7 novembre 1959, cela fait exactement 53 ans d'activité pour le barreau de Côte d'Ivoire. Et bien pour marquer ce 53e anniversaire, une série d'activités est organisée par le barreau sur toute l'étendue du territoire. Les festivités ont commencé hier, nous dit Juliette Ouéa.
Le barreau de Côte d'Ivoire a aujourd'hui 53 ans et pour marquer cette date anniversaire, la journée du mercredi 7 novembre est consacrée à des consultations et plaidoiries gratuites au palais de justice d'Abidjan Plateau. Je pose le problème de la rétention par les banques et établissements financiers des prélèvements qu'ils font sur des clients, sur le compte des clients, c'est ces questions-là, et le fait que souvent, lorsque le client décide de mettre un terme au contrat, ils font de la rétention et ils font du dilatoire pour pouvoir payer. Voilà. Et donc, il m'a expliqué les recours qu'il faut dans le cas d'espèces. Ces consultations gratuites seront également ouvertes aux communes de Yopougon, de Port-Boué, de Trècheville et d'Abobo ce jeudi. La cérémonie de clôture de ce 53e anniversaire va marquer la rentrée judiciaire de novembre 2013. Au programme, une exposition d'objets d'art et de vernissage et une conférence au cours de laquelle les lauréats du concours de plaidoirie 2011 vont exposer devant le grand public sur le thème « Le peuple contre Wall Street » en rapport avec la crise économique de 2008. C'est l'occasion pour nous de montrer à la population, à l'ensemble de la population vivant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, que le barreau se tient à leur côté, que le barreau est disponible. Ce sont des avis qui sont gratuits en ce moment, mais qui, en d'autres circonstances, en d'autres lieux, c'est-à-dire dans les cabinets des avocats, sont payants. Il faut également préciser que les quelques 600 avocats du barreau de Côte d'Ivoire annoncent une assistance judiciaire gratuite une fois par mois aux populations démunies. Le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est entré dans sa phase active depuis ce jeudi. C'est d'abord la phase de sensibilisation qui va durer 3 mois. Précisons que l'épidémie mondiale de tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année, dont plus de 600 000 sont des personnes exposées à la fumée secondaire. En Côte d'Ivoire, l'enquête réalisée en 2005 par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida révèle une prévalence tabagique de 13% dans la population. À la faveur de l'Abissa, Côte d'Ivoire Tourisme a voulu sensibiliser les populations sur l'intérêt pour elles de s'impliquer dans la valorisation des produits touristiques de la cité. L'inscription des Grands Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO peut profiter aux Nzima et aux Bassamois. Cependant, des dispositions s'imposent pour développer le tourisme local. Compte rendu, Victoria Ngouachi. Occasion choisie pour Côte d'Ivoire Tourisme d'entretenir Bassamois en particulier et Nzima en général sur un sujet. La place du tourisme dans le tourisme local, cas de Grand Bassam. Pour le conférencier Asielou, acteurs et professionnels du secteur touristique, mairie, chefs coutumiers doivent se mettre en synergie pour développer le tourisme à Grand Bassam. Si les actions sont coordonnées, le nombre de touristes va croître, ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de profiter de l'inscription du quartier France de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous attendons une plateforme à travers laquelle nous pourrons mieux conserver les acquis, le patrimoine culturel et architectural de Grand Bassam, par sa mise en valeur bien entendu, mais par une exploitation rationnelle et durable de toutes ces potentialités-là. L'après-midi de vendredi a été consacré aux chefs traditionnels. Ils sont les garants de la société traditionnelle Nzima. À l'honneur, les familles Adaolé et Alomba. Les Adaolé ont pour symbole le perroquet, la grève, l'aubergine, c'est-à-dire la famille nourricière. Les Alomba, famille du roi, ont pour eux la calebasse, le raffia et l'alcool. Leur entrée sur la place de l'Abissa sera suivie de la prestation des groupes de Modeste, à Zuriti, à Tchimpoissi, mais surtout celle des Romains, très active quand les chefs sortent. La critique sociale des Ablamans et des Ananzais annonce la fin de la rencontre de vendredi avec le départ des chefs après leur tour de noces. Voilà, et c'était le reportage de Victorien Angoua. Hors de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye, accusé d'avoir blanchi l'argent de l'ex-président tchadien Hissène Habré, qui est aussi accusé de crimes contre l'humanité et réfugié à Dakar. Le Premier ministre, en tout cas, refute les accusations.
C'est pour la première fois depuis sa nomination il y a 7 mois que le Premier ministre sénégalais donne une conférence de presse. Entouré de son gouvernement au grand complet, Abdoul Mbaye a abordé toutes les questions, même celles qui fâchent. C'est ainsi qu'il a rejeté les accusations de blanchiment d'argent déposées dans une banque sénégalaise par l'ex-président Tchadja Hissène-Habré, en exil au Sénégal depuis une vingtaine d'années. J'étais un banquier à la recherche de dépôts en 90, la BIAO était dans une situation plutôt catastrophique. Pourquoi voulez-vous que je n'accepte pas des dépôts qui n'ont aucun problème? Des articles de presse au Sénégal et à l'étranger ont récemment estimé que le Premier ministre sénégalais, ancien directeur de banque, avait joué un rôle obscur dans l'ouverture de compte de l'ex-président tchadien lors de son arrivée au Sénégal en 1990. Cet argent a été changé à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez, vous, de l'argent qu'on blanchit en passant par une banque centrale? L'argent, dont le montant n'a pas été révélé, a été déposé dans plusieurs banques sénégalaises avec l'assentiment des autorités d'alors. Et au Ghana, l'effondrement du centre commercial hier a fait 9 morts, donc, selon les derniers bilans communiqués par l'armée ghanéenne. Et toujours sur place au Ghana, le tribunal a repoussé à la date du 20 décembre l'examen de la demande d'extradition du porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Justin Koné Katina. Ellen Johnson Sirleaf, président du Libéria et prix Nobel de la paix, vous le savez, a été faite mercredi à l'Élysée Grand Croix de la Légion d'honneur par le président français François Hollande, qui a salué en elle un exemple qui va bien au-delà de l'Afrique. Il a dit, et je cite, « Vous avez su œuvrer pour la réconciliation, le rassemblement et pacifier votre pays qui a connu pendant plus de 20 ans une guerre civile atroce. » Chaleureusement accueillie par François Hollande, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été reçue avec tous les honneurs. La prix Nobel de la paix se voit décerner la Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, pour son combat pour la démocratie. Vous avez surtout levé l'espérance de nombreuses femmes qui dans le monde souffrent parce qu'elles sont des femmes. C'est toutes ces raisons qui justifient que la France aujourd'hui vous honore en vous élevant à la dignité de Grand Croix de l'ordre de la Légion d'honneur. Seule femme à la tête d'un État africain, Ellen Johnson Sirleaf promet de faire tout son possible pour poursuivre le chemin entamé par le Libéria. Nous, Libériens, sommes résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cicatriser les plaies d'une guerre civile dévastatrice et œuvrer pour une véritable paix et pour la réconciliation. Pendant près d'une heure, la présidente du Libéria s'est entretenue avec son homologue français. La rencontre avait aussi pour but d'intensifier les échanges économiques entre les deux États. Pour la 8e année consécutive, le Libéria affiche une forte croissance et attire des investisseurs du monde entier. Message directement adressé à la France. J'espère que les entreprises françaises viendront nous voir le plus vite possible. Le Libéria est un pays riche en ressources naturelles et j'espère que nous pourrons mettre en place de bons partenariats privés-publics. Autre dossier, la sécurité régionale. Ellen Johnson Sirleaf assure vouloir renforcer sa frontière avec la Côte d'Ivoire. Elle se dit aussi très impliquée dans la résolution de la crise au Mali. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain 13h, retrouvez Alvorassa. À 20h, retrouvez Ali Djarasouba. Portez-vous bien.